Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de géographie à distance. Il s'agit du dernier cours sur ce chapitre de géographie où nous parlons des mobilités internationales puisque les prochaines séances seront dédiées à un travail de type devoir à la maison. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, nous avions parlé des migrations internationales, nous avions vu comment, pourquoi et quelles étaient les conséquences de ces migrations. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre type de mobilité internationale. Cette mobilité, c'est le tourisme. Alors pour démarrer, je vais vous poser une question. Prenez un quart d'heure pour y répondre. Pensez à bien analyser les documents que je vais vous proposer, à les présenter et à en tirer les informations importantes. Prenez le temps de rédiger votre réponse sur votre cahier ou sur votre feuille de prise de notes. Alors la question c'est comment évoluent les mobilités touristiques à l'échelle mondiale, comment vous expliquer cette évolution à l'aide des documents, et puis montrer enfin que cette évolution générale, elle connaît des irrégularités. Il faudra alors donner les explications, les causes de ces irrégularités. Pourquoi est-ce qu'elles apparaissent, à quoi est-ce qu'elles sont dues? Pour écrire votre réponse, vous allez vous appuyer sur 4 documents. Voici 2 documents graphiques. Et puis 2 documents texte, 2 articles. Prenez le temps de les lire, de les identifier, de les étudier, rédigez votre réponse et puis on fera la correction ensuite ensemble. Prenez un quart d'heure pour cet exercice. Alors, quelques éléments de correction. D'abord, vous l'avez vu grâce au graphique, c'était assez simple, les mobilités touristiques augmentent fortement. On voit sur le graphique qui montre l'évolution du nombre de touristes en millions depuis les années 50. Entre 1980 et 2017, le nombre annuel mondial de touristes est passé de 280 millions à 1,3 milliard. Donc c'est une très forte augmentation, d'autant que le tourisme est une activité assez jeune qui est apparue au 19e siècle et qui était à l'époque le fait des classes bourgeoises aisées. Donc cet essor, cette démocratisation du tourisme s'explique par l'émergence d'une classe moyenne de plus en plus nombreuse et par la modernisation et la démocratisation des moyens de transport, puisque 57% des mobilités touristiques internationales utilisent le transport aérien. Donc on le comprend, de plus en plus de personnes ont accès à ce loisir, ont accès au tourisme. Cependant, vous avez vu qu'il y a des irrégularités dans cette évolution. Donc ça, c'est ce que vous montrez les 2 textes. Alors on voyait 2 exemples. Un exemple qui nous est tout à fait contemporain, qui est la crise sanitaire qui nous touche actuellement. Vous le savez, vous l'avez sûrement vu dans les journaux, à la télé. Les activités touristiques sont en pause pendant cette crise sanitaire. Et puis je vous ai montré un autre exemple plus local cette fois, qui est le cas d'une crise politique où en Égypte, on a du mal à faire redémarrer le tourisme après les crises politiques qui ont suivi la révolution du printemps arabe de 2011. Alors regardez avec moi le graphique plus attentivement, on voit directement les effets des crises mondiales. On voit autour de 2001 les résultats des attentats du 11 septembre aux États-Unis qui ont drastiquement réduit le tourisme, et puis le résultat de la crise des subprimes en 2008, qui a des conséquences dramatiques sur le tourisme. Cependant, après ces 2 crises, on voit que l'augmentation du tourisme a repris son cours. On ne voit pas évidemment sur ces chiffres les conséquences de la crise du Covid-19 qui vont surtout se manifester cet été 2020, mais on peut s'attendre à un pic vers le bas, peut-être plus fort, probablement même plus fort que celui de la crise des subprimes. Donc on attend de voir ce qui va se passer pour le tourisme à ce moment-là. Alors on a vu comment évolue le tourisme, maintenant on se demande où est-ce qu'il se situe, où est-ce que se situe cette activité. Donc quels sont les espaces qui accueillent la majorité des touristes internationaux et comment est-ce qu'on explique cette localisation. Alors vous allez regarder la carte à la page 198 et puis le document que je vous affiche ici. Donc vous allez rapidement trouver pour la première question et il faudra chercher dans vos connaissances pour la deuxième. Mettez la vidéo sur pause, prenez 5 minutes pour faire cette petite question. Alors en correction,
Vous avez vu, bien entendu, que les 3 principaux bassins touristiques à l'échelle mondiale sont le bassin euro-méditerranéen, qui correspond à 50% du tourisme mondial, c'est énorme, le bassin américano-caribéen, c'est-à-dire les Amériques et les Caraïbes, et le bassin d'Asie-Pacifique, qui lui connaît la plus forte croissance touristique. Alors comment est-ce que on explique ça ? L'élément principal, c'est que ces espaces ont des atouts particuliers. En effet, les touristes recherchent, en plus du dépaysement, une certaine sécurité, ainsi que des services de qualité, c'est-à-dire pouvoir aller facilement à un endroit, avoir des transports confortables et efficaces, mais aussi avoir un hébergement confortable. Et ça, c'est ce que proposent les pays développés, la France, l'Espagne, les USA, par exemple, qui sont les 3 premiers pays attractifs de touristes. Donc c'est pour ça que les pays les moins avancés attirent peu de touristes et que l'Afrique représente 5% seulement des touristes, parce que les touristes cherchent avant tout du confort. Et ce confort, on le trouve dans les pays les plus développés qui offrent donc de la sécurité, des infrastructures modernes et de qualité. Alors attention, la carte que vous avez regardée à la page 198, elle a des limites. Elle est critiquable car elle oublie certains flux intracontinentaux, c'est-à-dire à l'intérieur des continents. Or, les flux touristiques se déploient d'abord à l'intérieur de ces continents. Par exemple, en Europe, 87% des séjours internationaux sont le fait d'Européens pour des raisons simples, c'est-à-dire que c'est proche, donc ça coûte moins cher et c'est plus rapide d'y aller. Alors maintenant, dernière question, qui sont ces touristes, d'où viennent-ils et qu'est-ce qu'on fait quand on part faire du tourisme? Alors pour ça, vous vous aidez de la carte et vous vous aidez du document là et puis vous aidez aussi de vos connaissances, de ce que vous savez déjà. Prenez encore 5 minutes pour cette activité, mettez la vidéo sur pause. En correction, on note qu'il existe 2 très nombreux types de tourisme. D'abord, le plus important, c'est le tourisme qu'on dit de loisirs, c'est-à-dire du tourisme balnéaire à la plage, hivernal, les sports d'hiver, culturel, aller voir un monument, aller voir une ville pour s'amuser par exemple. Mais on a aussi du tourisme qu'on peut appeler d'aventure, c'est-à-dire aller dans le Sahara, aller dans l'Arctique, aller faire des safaris, aller dans la forêt amazonienne, c'est-à-dire se confronter à des endroits encore assez sauvages, entre guillemets. Et puis du tourisme de parc à thème dans les pays développés, etc. Enfin, on met un petit peu à part, même s'il fait partie du tourisme de loisirs, le tourisme de croisière, parce que c'est quelque chose qu'on oublie parfois. Donc ça, c'est dans les bassins caribéens, méditerranéens, pacifiques, c'est-à-dire on va sur un bateau, on passe du temps sur un bateau et on visite les pays comme ça, par la mer, par la croisière. Ça arrive aussi parfois sur des fleuves. Et se faire ça à petite échelle, sur le Rhône par exemple. Tourisme de loisirs culturels, il génère les flux les plus importants, c'est le plus présent, surtout dans les pays développés. Mais attention, il existe aussi du tourisme d'affaires, qui représente 13% du total du tourisme, donc c'est important. Le tourisme d'affaires, c'est un peu particulier parce que c'est du travail, mais qui est quand même considéré comme du tourisme, c'est-à-dire aller faire une réunion d'entreprise dans une autre ville de la planète, dans un autre pays. Il existe aussi du tourisme religieux, c'est ce qu'on appelle un pèlerinage. Dans les différentes religions, on a cette pratique d'aller pratiquer son culte ailleurs, d'aller visiter une ville pour des motifs religieux. Alors, qui est-ce qui fait toutes ces activités? On note que les touristes internationaux sont majoritairement originaires des bassins d'accueil touristique, puisqu'il s'agit en fait des régions développées. Ce sont ceux qui disposent d'un pouvoir d'achat, c'est-à-dire d'une richesse suffisante, et puis d'un temps de repos nécessaire à la pratique du tourisme international. Pour pouvoir partir faire du tourisme à l'étranger, il faut avoir les moyens, avoir les sous et avoir du temps. Donc ça, ce sont majoritairement les populations issues de pays développés. Alors maintenant, pour terminer cette séance, un petit 2, les effets territoriaux du tourisme, c'est-à-dire quel impact a le tourisme sur l'espace. Pourquoi est-ce qu'on utilise ça finalement en géographie? Alors d'abord, le tourisme de masse, c'est un enjeu économique majeur. Vous en avez peut-être entendu parler avec la crise sanitaire aujourd'hui qui a des effets économiques aussi à cause de son impact sur le tourisme. Alors, on note que le tourisme de masse génère des flux financiers très importants entre les pays de départ et les pays d'accueil, où une partie de la population vit de ses revenus. Le tourisme, ça représente presque 10% du PIB mondial et représente près de 240 millions d'emplois.
pour certains pays du Sud, c'est la principale source de revenus. C'est le cas au Maroc, au Mexique, en Thaïlande et dans certaines îles-États comme la Jamaïque ou les Maldives. Pour ces pays, le tourisme, c'est la source principale de revenus, de richesse. C'est quelque chose de très important. C'est là que vous voyez bien que l'arrêt du tourisme dans une période comme la nôtre, de crise sanitaire, pose un problème économique immédiat. D'accord ? Ce sont 240 millions de personnes dont l'emploi dépend de ces activités. Si on arrête le tourisme, qu'est-ce qui se passe pour ces personnes ? Et qu'est-ce qui se passe pour ces États qui dépendent directement du tourisme ? Alors avec ces retombées économiques, on comprend que les États veulent aménager leur pays pour pouvoir recevoir des touristes. Vous vous souvenez, on a dit que les pays d'accueil étaient avant tout des pays développés parce qu'ils ont des infrastructures, ils ont les moyens de recevoir des touristes en grand nombre et dans de bonnes conditions. Alors ça c'est le petit b, le tourisme entraîne de nombreux aménagements. Alors on va noter quelques exemples. D'abord, on va construire, ou parfois agrandir, des ports, des aéroports. D'accord ? C'est comme ça que les touristes peuvent venir majoritairement. Vous vous souvenez, 57%, c'est des touristes qui viennent par avion. Mais on va aussi construire des stations balnéaires, des stations aménagées à la plage pour pouvoir accueillir ces touristes. On va construire des complexes hôteliers, des grands hôtels. On va construire des parcs à thème. On va construire des stations d'hiver, etc., etc. Donc ça demande des investissements colossaux d'acteurs publics et privés. Donc les acteurs publics, vous le savez, c'est l'État. Les acteurs privés, ça va être des entreprises, des chaînes d'hôtels, par exemple, de restaurants, etc., qui vont construire ces infrastructures pour attirer des touristes. Alors, quelques exemples qu'on va regarder en photographie aérienne. Alors, le premier, donc là, ici, c'est une vue d'artiste, ce n'est pas une vraie photo, mais c'est le projet du Beijing New Airport, donc le nouvel aéroport de Pékin, de Beijing, qui est normalement aujourd'hui achevé. Je vous laisse regarder des photos sur Internet si vous voulez, ça ressemble un petit peu à ça, en moins joli dans la réalité. Donc ça c'est un exemple d'énorme aéroport qu'on construit pour attirer notamment des touristes. Alors nouvel exemple, c'est la station balnéaire de la Grande Motte avec ses formes d'hôtel fin des années 60, début des années 70, qui est vraiment très particulier, très caractéristique. Je vous laisse juger si vous trouvez ça joli ou pas. Mais là, on a bien l'exemple d'un moment où l'État français a décidé d'investir massivement dans du tourisme balnéaire au sud de la France pour attirer des personnes qui vont consommer dans ces immenses hôtels. Alors, un dernier exemple, toujours en France, c'est une vue aérienne d'Euro Disney. Alors, cette vue aérienne, cette vue d'avion, elle ne comprend pas tout le parc d'Euro Disney. Vous pourrez chercher, il y en a d'autres, des photos. J'ai pris celle-là parce qu'elle montre à la fois l'emprise du parc que vous voyez en dessous de la photo, dans la moitié inférieure de la photo, mais aussi que vous voyez à l'arrière-plan, elle montre l'emprise spatiale du parking. Ça prend une place gigantesque, presque aussi grande que le parc, juste pour garer les voitures des visiteurs. Notez que ça, c'est le cas alors que beaucoup de visiteurs viennent en train, en RER, et il y a une gare spécialement prévue pour ça à cet endroit. Donc vraiment, là ici, on essaye de faire le maximum pour que les touristes arrivent dans des conditions de confort maximales. Alors vous vous en doutez déjà, je pense, avec ces photos, tout ça va générer des problèmes et des tensions. Ça va être notre petit C, le tourisme génère des tensions. Je vous montre une autre photo ici, qui est le littoral de Cancún, au Mexique, où on a une espèce de version maximale de ce qu'on a vu déjà à la Grande Motte, c'est-à-dire un littoral ici qui est complètement bétonné, complètement anthropisé, vous vous souvenez de ce mot, et complètement transformé en espèce de gigantesque ville touristique. Ça pose d'abord des problèmes qui sont évidents, des problèmes écologiques. Puisque là, on a artificialisé un bord de mer. Normalement, les bords de mer sont des espaces très importants pour l'écosystème, pour la faune et la flore aquatique. Et là, tout ça a été entièrement bétonné et peuplé par des humains pour des raisons de loisirs et de tourisme. Vous le voyez avec cette photo de la plage de Dameisha en Chine. Ce n'est pas seulement l'artificialisation qui pose un problème écologique, mais également le nombre important de déchets qui est généré par cette population de touristes qui fait souvent d'autant moins attention à son environnement qu'elle ne l'habite pas. Elle vient seulement le visiter et elle n'y fait pas forcément aussi attention que des habitants qui vont subir les conséquences de leurs actions pendant des années. Un touriste, il arrive et puis il repart, donc quel est le problème s'il pollue un petit peu ? Je caricature un peu.
Donc, on a de forts problèmes écologiques qui sont également des problèmes sociaux. Vous le voyez avec cette image, cette photo de Barcelone, où on voit un tag qui dit « Touriste, ton voyage de luxe, ma misère quotidienne ». Effectivement, certaines populations plus pauvres vivent et dépendent du tourisme, mais en même temps vivent comme une agression parfois. La présence de populations très riches, très privilégiées, qui viennent profiter de la nature ou qui viennent profiter d'une ville ou qui viennent profiter d'un espace, alors que eux le vivent comme un espace de misère sociale. Donc, on a parfois de fortes tensions entre les populations pauvres qui accueillent les touristes et les touristes venus des pays riches qui dépensent un peu leur argent comme une forme de domination que l'on peut parfois assimiler à une nouvelle manière de coloniser les espaces dans certains endroits, en Afrique, en Amérique ou en Asie. Puisqu'on a une population qui vient d'anciennes puissances coloniales, qui fait du tourisme et profite des espaces et des populations anciennement colonisées. Et donc c'est pour certains une nouvelle forme de domination, cette fois sous la forme du capitalisme et du tourisme. Plus généralement, il est évident que le tourisme amène à une uniformisation des modes de vie et à une fragilisation des sociétés traditionnelles, puisque les gouvernements, les acteurs privés vont inviter les populations à accueillir les touristes en construisant des choses très uniformes. On a vu, que ce soit à Cancun ou en France, on a le même type d'immeuble, le même type de mode de vie. On va souvent avoir la même nourriture qui va être proposée aux touristes, une nourriture qui est internationalisée. On propose des frites et des hamburgers, globalement, des pizzas, pour que les touristes ne soient pas trop dépaysés. Et ça va effacer les différences de mode de vie. On peut aussi avoir le problème inverse, c'est-à-dire que certains modes de vie vont être caricaturés pour le plaisir des touristes, pour qu'un touriste puisse voir une société vraiment traditionnelle, on va la rendre caricaturale pour la faire plus attractive. D'accord, on va un petit peu faire, par exemple, de la nourriture traditionnelle aux touristes qui va être adaptée, qui va être faite de manière industrielle, mais le touriste va avoir le sentiment d'avoir touché du doigt cette société traditionnelle qu'il est en fait en train de fragiliser. Donc pour ça, une des solutions qui est proposée, c'est celle de l'écotourisme ou du tourisme équitable. Donc, l'écotourisme, le tourisme équitable, ce sont des formes de tourisme qui visent à protéger pour l'un l'environnement et pour l'autre les populations qui viennent être visitées par les touristes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne rentrée après ces vacances bien méritées. La prochaine séance sera dédiée à un devoir qui évaluera et vous fera travailler de nouveau sur ces questions. Voilà, je vous communique ça pour la prochaine séance. Portez-vous bien en attendant.